Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Ne jamais hésiter à se lancer dans le monde de l'entreprise. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On est ensemble jusqu'à 10h comme tous les dimanches sur Sud Radio au programme ce matin. Je vais vous faire un peu de sport Jean-Marie pour ce dimanche ensoleillé. Pour ce dimanche ensoleillé, on va parler d'abord de tennis de table. Et puis notre grand témoin Alain Desmarques, président de Mauboussin, on va parler de comment populariser une marque sans y perdre son âme. Et on va parler d'entrepreneuriat. Et puis on va se poser une question pour terminer cette émission. Pour changer de vie, faut-il changer de ville ? Exactement, mais écoutez, on va en parler avec plaisir. Tout de suite, on commence en partenariat avec le magazine Entreprendre, dans les coulisses des entreprises. Et vous nous parlez de Cornillo, le leader mondial de la table de ping-pong. Vous en avez fait votre saga de la semaine. Oui, Jean-Marie, parce que tout commence en 1969 dans l'Oise, où Émile Cornillo, menuisier de son état depuis 1946, est contacté par le BHV, le fameux bazar de l'hôtel de ville, qui souhaite ajouter un rayon sport dans son magasin. Alors, il lui est demandé de fabriquer 300 tables de ping-pong en moins de 7 mois, à savoir mission quasi impossible. Cependant, Émile Cornillo et son fils Pierre vont accepter cette mission et investir tout leur argent afin d'honorer cette commande. Alors le pari est tellement réussi que le BHV va passer beaucoup d'autres commandes ainsi que d'autres grands magasins, mais ils ne veulent pas être de simples fabricants, mais créer une véritable marque. Alors ils prennent comme égérie Jacques Secrétin, pour les plus anciens ils s'en souviennent, c'est le multiple champion de France de tennis de table et ça va leur permettre à Cornillo d'obtenir une notoriété mondiale. En 1988, Cornillo va innover en créant une gamme accessible au grand public et une gamme de tables outdoor. Alors pour autant, ils vont rencontrer quelques difficultés. Et oui, et nous sommes en 1990. À la suite d'un revirement d'une grande chaîne de distribution qui abandonne une très grosse commande, la famille Cornillo prend la décision radicale de quitter les hyper et supermarchés et de monter en gamme et de se faire distribuer d'ailleurs dans les chaînes de magasins de sport. Énorme pari, mais qui sera remporté grâce à un nouveau produit, la table compacte, qui sera un succès planétaire. La course internationale est engagée et l'entreprise est désormais présente dans plus de 80 pays. Ils vendent aujourd'hui plus de 100 000 tables chaque année. Et comme quoi, prendre des risques, parfois ça paye. Quelle a été la suite pour Cornillo ? Elle continue d'innover et de se développer. Il y a 5 ans, après le tennis de table, elle s'est lancée dans le baby-foot d'extérieur, fabrique des raquettes de loisirs et des tables de billard résistants aux intempéries. Alors aujourd'hui, pour se résumer, Cornillo, c'est 120 personnes pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, dont 55% à l'export. Ouais, c'est formidable, écoutez. Bon, merci beaucoup Thomas Binet. Tout de suite, on va parler d'une autre saga. On accueille votre invité de la semaine, c'est Alain Desmarques, qui est président de Mauboussin, artiste joaillier depuis 1827. Bienvenue à vous, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Merci. Bonjour. Alain Desmarques, bonjour. On va parler dans un instant de Mauboussin, mais avant toute chose, est-ce que le marché de la joaillerie se porte bien ? C'est un marché en pleine évolution, c'est un marché relativement stable avec une croissance de l'ordre de 2-3% par an, donc c'est pas une croissance folle, mais c'est une croissance assez continue avec des mouvements de marché très importants puisque si on le compare à 2002, la joaillerie accessible en 2002 n'existait pas. La joaillerie accessible aujourd'hui, c'est à peu près 1,2 milliard sur 4 milliards. Alors on est d'accord que Mauboussin au départ c'est une marque de haute joaillerie, du coup inaccessible un peu pour le commun des mortels, on est bien d'accord. Et c'est pourtant de ce pari-là que vous partez pour créer le Mauboussin des années 2000. Et vous allez le rendre accessible à tous. Et du coup, vous allez chercher à démocratiser, et même vous allez dire d'ailleurs dans la plupart de vos interviews, désacraliser cette marque en la faisant descendre dans la rue avec des prix accessibles. Le fait est, c'est que votre pari, là aussi, comme Cornillo, par certains côtés, un changement stratégique fort, est réussi. Qu'est-ce qui vous a laissé penser à l'époque que ça aurait pu marcher et que ça a marché justement ? L'enjeu au départ, c'est pas de démocratiser, c'est pas de désacraliser, c'est en réalité de rendre la marque aux femmes. Parce que c'est les femmes qui portent nos bijoux et il me semble indispensable que ce soit elles qui les choisissent et qui éventuellement les achètent. Oui, parce que, pardon monsieur, vous partez du raisonnement à l'époque, qui n'est pas qu'un raisonnement, c'est un fait établi. Ce sont les hommes qui achètent. Et donc vous voulez redonner le pouvoir d'achat à la femme. C'est quasiment 90% des hommes qui achètent à l'époque. Et quand ils achètent en fait des bijoux, ils achètent quelque part des trophées qu'ils offrent à leur épouse ou à leur compagne. Et quand ils font cet achat... en fait, ils font cet achat en étant probablement un peu moins préoccupés du prix, parce que finalement, c'est la preuve de leur propre puissance. Alors vous êtes un marketeur, au départ, faut le rappeler à nos auditeurs. Vous avez étudié sociologiquement cette période-là, et c'est comme ça que vous avez obtenu ce raisonnement. Oui, et c'est surtout qu'on a un exemple devant nous à l'époque, c'est celui de la mode.
C'est-à-dire c'est vraiment au début des années 2000, on constate que depuis une douzaine ou une quinzaine d'années, les femmes ont petit à petit pris le contrôle de leur tenue. Et c'est elles qui vont généralement s'acheter leur tenue, alors que au fond, au début des années 80, c'était aussi un achat grandement dirigé par les hommes. Vous êtes le premier à faire descendre quelque part Mauboussin dans la rue, affichage. Vous mettez le prix sur les affiches. Ça aussi, c'est un fait sans précédent. Bah, disons, l'enjeu à partir de ce moment-là, c'est d'abord la modification profonde de la plateforme créative, parce que tout commence et tout se termine par la création dans les produits comme les nôtres. D'accord. Donc en fait, la création, c'est une création qui doit, pour moi, être quelque part la création d'une deuxième peau. On est comme une espèce de carte d'identité émotionnelle de la femme. Elle va porter les bagues sur ses propres mains, elle va porter des bracelets, des colliers, etc. Et ça doit exprimer son humeur, ça doit exprimer son émotion du moment. Alors quand on dit ça, c'est d'abord fondamental que la création, on communique sur la création. Je vous rappelle qu'au départ, début des années 2000, la plupart des campagnes de pub des joailliers sont totalement corporate. On communique sur la marque, on communique sur la couleur des écrins. Je ne citerai pas les marques qui à l'époque font ça, mais vous les identifierez aisément. Moi, je dis, je ne vends pas d'écrins. Je vends de la création, je présente mes créations, et il faut que je les présente par la pub parce que c'est le seul moyen de les faire savoir, les faire connaître. Mais au fond, si je montre aux femmes une création que je leur destine, et que je ne leur dis pas à quel prix elles pourront l'acquérir, en fond, c'est peine perdue. Et la deuxième peine perdue, c'est si en réalité je n'ai pas un système de distribution qui me permet d'apporter cette création à leur portée immédiate. Et vous êtes présent à travers 90 magasins en France. Voilà, mais on est parti d'un magasin en 2002. Moi, ce qui m'a surpris aussi beaucoup dans votre approche, c'est que dans le même temps où vous faites descendre la marque dans la rue, vous réussissez à continuer dans la haute joaillerie. Donc c'est un peu un grand écart au niveau de la clientèle. En tout cas, ça peut être perçu comme tel, puisque vous avez fait passer quand même vos ventes de bijoux situés à 15-20 000 euros, quand même les produits, de 3 millions d'unités en 2002 à 8 millions en 2023. Vous avez démontré, ce que les autres n'avaient pas forcément réussi à faire avant, qu'on peut faire cohabiter deux segments de clientèle sous la même entité. En fait, on n'a absolument pas changé. On est une maison de haute joaillerie, on est une maison de création. On crée probablement même plus aujourd'hui d'objets, puisqu'on sort des nouveaux objets à peu près toutes les 6 semaines. Donc ça, c'est une accélération considérable qui explique quand même le succès de la maison. Et au fond, on fait 3 millions d'euros en 2002 sur les produits haut de gamme, enfin sur les produits haut de marché. On fait 8 millions aujourd'hui, ça veut dire qu'en gros, on est à peu près cohérent. Sauf qu'à l'époque, 3 millions, ça représentait 25% du chiffre de la maison, et que 8 millions aujourd'hui, ça représente 10%. Une question très personnelle pour finir notre entretien de ce dimanche matin. Quand on dirige une entreprise depuis plus de 20 ans, on n'est pas lassé à un moment donné ? On ne peut pas être lassé quand on est dans le métier de la création. Parce qu'au fond, vous êtes un passionné ? C'est presque pas un métier. Enfin, avoir comme mission quotidienne de dessiner, franchement, il y a pire. Merci à vous, Alain et Marc. Il y a pire, c'est une belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup, Alain et Marc. Je rappelle que vous êtes le président de Mauboussin. Merci d'être intervenu sur le plateau d'Oser Investir. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, aujourd'hui, vous nous parlez du changement de vie qui peut s'accompagner d'un changement de région. Alors, on parle bien des entrepreneurs. Oui, absolument. Et puis on a bien vu que la crise sanitaire, mon cher Jean-Marie, a déclenché un mouvement de départ des grandes villes vers des contrées plus paisibles. Alors depuis, certains d'ailleurs en sont revenus en raison d'un quotidien pas toujours très simple à organiser et à vivre. Et pour autant, cette envie de se réinventer, loin d'un quotidien connu, est toujours bien réelle. Alors c'est le grand départ, on l'appréhende comment quand on veut se lancer ? Eh bien, il y a un certain nombre de questions qui se posent à cette occasion. D'abord, pourquoi ? Pourquoi partir ? Car si c'est seulement motivé par la fuite, ce sera un échec. Et il faut également identifier ce qui ne doit plus être reproduit dans cette nouvelle vie. Et puis se renseigner et échanger avec ceux qui ont fait ce grand départ vers une forme d'inconnu. Dans un deuxième temps, il faut construire un projet solide, tant professionnel que personnel, car il n'engage pas que vous, en général. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour réussir son départ ? D'abord, le bon sens qui doit primer, comme dans beaucoup de situations. On ne va pas partir de Paris ou d'une grande ville pour un petit village simplement
parce qu'on en a ras-le-bol de la vie citadine et de ses contraintes. On a le droit, hein, mais... On a le droit, mais ça ne sera pas suffisant. Oui. Ça sera un échec d'ailleurs, hein, quasi assuré au bout du chemin. Et le retour en arrière n'est jamais très simple. Eh bien, c'est comme la plongée sous-marine, c'est préférable d'y aller par palier. Tout simplement. Exactement. Bah, écoutez, c'est un bon conseil. Merci beaucoup Thomas Binet. Allez, restez dans les parages. On va vous retrouver dans un instant sur Sud Radio pour parler investissement au programme aujourd'hui. Eh ben, on va parler retraite. Ça ne concerne pas notre invité Alain Ménémar qui continue son métier passion, mais nous, on va quand même en parler pour nos auditeurs. J'espère que ça ne vous concerne pas non plus. À tout de suite.